Bonsoir à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que les prochains Jeux olympiques et paralympiques d'été se dérouleront dans 2 ans, principalement à Paris. Que celui à qui aurait échappé cette information se réveille de son hibernation. Car depuis des mois, le sport fait la une. Terre de jeu, candidature pour être relais de la flamme olympique, comité d'organisation, Tony Estanguet sur tous les plateaux télé. Même le cours paisible de la Seine, par une cérémonie d'ouverture, se voit chamboulé. Le monde de l'enseignement supérieur n'échappe pas à cette effervescence. C'est d'ailleurs dans cette dynamique de Paris 2024 que le pôle Léonard de Vinci a été labellisé Génération 2024. Label qui reconnaît pleinement l'implication de nos écoles dans le mouvement sportif. J'en veux pour preuve. Sport intégré au cursus académique, obligatoire pour plus de 3000 étudiants tous les jeudis après-midi. Parcours dédié aux sportifs de haut niveau qui, depuis 1998, sont plus de 300 à avoir été accueillis, accompagnés et diplômés par nos écoles. En parlant sportifs de haut niveau, il est temps pour moi de vous présenter nos invités du soir. Tout d'abord, à ma gauche, celui qui a accepté d'être le parrain de notre semaine olympique et paralympique, Mickaël Serfati. Merci. Mickaël a mené son double projet d'études et de carrière sportive au sein de notre cursus aménagé. Il sort diplômé de l'EMLV en 2012. Quand j'ai demandé dans mon oreillette quelques mots descriptifs sur Mickaël, c'est d'abord son palmarès qui impressionne. Surnommé The Smart Fighter, ses 2 qualités d'intelligence du jeu et de combativité semblent faire un combo gagnant. Jugez plutôt. 10 titres de champion de France, champion du monde universitaire par équipe, médaillé d'argent par équipe au championnat d'Europe. Mickaël, si l'on peut se tutoyer, bien sûr. Tu dis garder d'excellents souvenirs de tes années au pôle, tes professeurs, tes amis de promo, ainsi que les Léonard d'Or en présence d'un certain Charles Pasqua. Tu es reconnaissant à l'EMLV de t'avoir permis de mener de front ton double cursus. Et malgré un agenda très chargé entre New York et Paris, tu n'as pas hésité un seul instant lorsque Céline t'a demandé d'être parrain de cette édition. Un grand merci à toi, Mickaël, d'être avec nous ce soir et tout au long de cette semaine olympique. C'est moi qui vous remercie, c'est un véritable honneur d'être là. Merci à vous. Avant de présenter notre deuxième invité, je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement Vincent Montfort qui nous a permis de rendre possible sa présence. Permettez-moi un petit flashback. On se concentre, on rembobine. Que faisiez-vous il y a 1 an, le 6 janvier 2021 exactement ? Allez, je mise pour les plus casaniers sur une série Netflix et pour les plus aventuriers sur un test PCR. Eh bien, notre invité, lui, à ma droite, se filmait, seul sur son bateau, en plein milieu de l'océan, enfin de 3 océans plus exactement, au large des côtes chiliennes, dans une euphorie palpable, en passant tout proche du Cap Horn. Il était alors en plein Vendée Globe, à la 13e place. Celui qui nous fait le plaisir d'être là ce soir est Armel Tripon. Il est skipper professionnel. Vous le trouverez entre Nantes, sa ville natale et de résidence, et la Trinité-sur-Mer, son port d'attache. Armel est décrit comme un marin autodidacte qui a navigué sur à peu près tout ce qui flotte comme coque. En 2018, il remporte la route du Rhum sur un multi 50. En 2020, il réalise une 11e place sur le Vendée Globe à bord de l'innovant IMOCA, l'Occitane en Provence. Quand je branche à nouveau mon oreillette, j'entends qu'Armel est un homme humain, accessible, passionné, discret. D'un naturel déconcertant, capable d'y discuter, me dit-on, aussi bien avec un président de la République qu'avec un inconnu. Nous allons tenter d'élever le débat ce soir, mais je ne promets rien sur le niveau élyséen. Je retiens aussi la description d'un être sage, au positivisme chevillé au corps, qu'il en est parfois déroutant. Un solitaire généreux qui a besoin du collectif. Je m'arrête là avant que notre skipper ne boive la tasse d'éloge. Aujourd'hui, Armel, vous affirmez votre volonté d'être au départ du prochain Vendée Globe en 2024 avec un bateau qui utilisera 2 tonnes de carbone déclassées par Airbus. Alors que notre semaine olympique et paralympique a pour thème le sport pour l'environnement et le climat, et alors que la prise de conscience écologique gagne la voile, Armel Tripon, vous allez plus loin encore et déclariez en septembre « J'ai à cœur de montrer l'exemple avec un projet novateur qui amorce des alternatives en matière de construction nautique
pour mieux maîtriser et diminuer à terme notre impact carbone. Qu'il est bon. Dans ces temps un peu mornes, où le rêve s'est transformé en vaccin et notre quotidien en écouvillon, qu'il est bon et revigorant de faire le plein ce soir. Le plein de positif, d'évasion, d'aventure et d'éco-responsabilité pendant 1 heure ensemble. Merci encore à vous deux et au département des sports pour cette belle SOP et ainsi qu'à vous tous d'être là ce soir. Excellente soirée à tous. Nous ne sommes qu'imprévus. La vie n'est qu'imprévu. Alors, comment s'y adapter? Comment y répondre et avec quel état d'esprit? Comment réussir à vivre le moment présent le plus sincèrement possible? La compétition tente d'y répondre. La course au large est une trajectoire parmi les éléments. On y laisse une trace comme un coup de pinceau. Comme un artiste peintre, devant sa toile blanche, nous ne savons pas ce que nous allons découvrir. Voilà, ça y est, c'est bien parti. Le départ a été donné. Du soleil, du vent. Et voilà, de la glisse. De la glisse en perspective. Voilà. Fin de la bricole en tête de mât. Enfin, première partie. La suite. Dès que ce sera plus calme, ça bouge un peu là. Ouh. Décor à bord de l'Occitane. On a quitté le soleil, on a quitté la chaleur. C'est parti pour le gris. Le gris, la vitesse, la glisse. Allez, je vous montre un peu l'ambiance. On est à l'attaque devant le front. On va essayer de rester devant avec une mer encore praticable. Qu'est-ce qui fait que l'on soit heureux en mer? Quels sont ces moments rares, uniques à vivre? Tous ces petits riens qui font un grand tout. Avoir le privilège, chaque soir et matin, si on est levé, de voir le ciel se métamorphoser. Vivre pleinement une journée en mer où chaque manœuvre, chaque geste a son importance. Le ressentir. Voir à perte de vue ce bleu immense, si intense et profond. Sentir vivre sous ses pieds, dans son corps, ce bateau qui vit avec la mer et avec le vent. Sentir le vent, voir les nuages, observer le ciel. En avoir marre quand ça tape fort, que la mer est mauvaise et qu'on lutte contre des murs d'eau d'une telle puissance que ça impose le respect. Se sentir humble face à cette nature qu'on aimerait intacte. Voir filer ce bateau, mi-oiseau, mi-mammifère. Sentir ce qu'on peut lui demander et ne pas aller au-delà. Sentir son corps fatigué, lutter contre le sommeil et dormir au plus juste. Être au moment présent, concentré. Se sentir à sa place, quelque part en mer, dernier espace de liberté, où personne va vous dire ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. Pacifique. L'immense Pacifique. Derrière moi là, il y a un petit bout de terre avec un phare, ça s'appelle le Cap Horn. Bon bah on n'est plus qu'à 200 000 de l'arrivée. Et c'est les 200 derniers milles les plus costauds du tour.
Hey, 45 nœuds quoi. C'est dingue. Ah, c'est beau, hein. Putain, quel spectacle. C'est beau, mais c'est chaud. La tourmente passée, la mer énorme et volumique, puissance inutile, poussant sans cesse de paysage en paysage, ces vagues montagnes m'autorisent alors à rentrer de mon odyssée. Point de Circé ni Calypso, mais plus de 84 jours de mer autour de la Terre, à s'émerveiller de tant de beauté offerte. Cette course hors monde fait naître en moi l'envie irrésistible d'y retourner pour la gagner. Demain se construit aujourd'hui, et voilà ce qui occupe mes nuits. Eh bien, merci Armel pour cette magnifique vidéo. Vraiment, moi, j'ai pas l'habitude de voir ça, c'est exceptionnel. On peut sentir vraiment toute la passion qui, on peut tutoyer, hein, qui t'anime dans cette vidéo et tout le bonheur que tu ressens à faire ça. Donc, c'est vraiment exceptionnel, bravo. J'ai quelques questions à te poser. D'abord, on va commencer un petit peu par ton parcours, si tu veux bien. Donc, moi, je me demande, qu'est-ce qui peut amener un homme à se passionner comme ça d'un coup pour la mer? Comment ça t'est venu, cette passion? Comment tu as décidé de commencer la voile? Et que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de ton palmarès et de ton vécu de sportif de haut niveau aussi. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir. Alors effectivement, bah ouais, c'est une belle entrée en matière de revoir ces images que j'avais pas vues depuis un moment et qui étaient assez puissantes. Et pleine d'émotions. Mon parcours, en fait, moi, j'ai pas eu un parcours, on va dire, classique où j'ai découvert la voile petit avec les différentes étapes qu'on peut franchir avec les petits bateaux, les dériveurs, optimistes, puis après 420 ou autres. J'ai découvert la voile à 19 ans, donc ça a été par le biais d'amis au lycée. Et ça a été une vraie découverte. C'était voilà, plus qu'une découverte, une révélation. À partir du moment où j'ai passé cette journée, cette nuit sur un petit bateau en baie de Quiberon, je me suis dit que la voile, la mer allait être mon métier, ma vie, et que j'allais faire que ça. Et voilà, à partir de ce jour-là, j'ai tout arrêté pour ne faire que ça. Et donc j'ai commencé à apprendre à naviguer, à apprendre à comprendre ce que c'était des bateaux, et puis c'est au début par l'enseignement. J'étais un moniteur de voile au Glénan, une grande école de voile à Paimpol, donc dans les Côtes d'Armor. Qui a été exceptionnel. C'était voilà, une école de la vie un peu où j'ai vraiment appris à naviguer, appris à comprendre ce que c'était la mer, l'élément et comment jouer avec. Et puis de fil en aiguille, il y a eu la découverte de la régate, d'abord en équipage, où là ça a été une nouvelle rencontre parce qu'une nouvelle découverte du jeu de la régate, de l'intensité du match, de la compétition. Et puis progressivement la découverte du solitaire, qui à nouveau était un gros flash. C'est voilà, c'est découvrir ce que c'est d'être seul sur un bateau, de devoir tout faire, de compter que sur soi et de tout mettre en œuvre pour essayer d'être le meilleur. Et voilà, à partir du moment où j'ai découvert le solitaire, je voulais plus faire que ça aussi. Donc voilà, c'était 3 grosses étapes de ma vie un peu. D'accord. Quand tout à l'heure on parlait un petit peu tous les deux, tu me disais que notamment des fois tu as passé 84 jours tout seul. Est-ce qu'il y a un moment où c'était très difficile, où c'est devenu difficile pour toi par exemple? Moi je me dis, ça demande un mental extraordinaire quand même. C'est une course, ouais, 80 jours, 84 jours qui se prépare forcément, donc on la prépare techniquement. Il y a des bateaux qui sont très aboutis en niveau technologie, avec beaucoup de systèmes embarqués, donc il y a énormément de travail pour le coup avec une équipe de gens tous très compétents dans différents domaines. Et ce bateau, il a besoin d'être préparé au doigt et à l'œil, et puis voilà, d'avoir un vrai professionnalisme pour pouvoir le mener à bien. Mais après, il faut aussi préparer le skipper. Et je m'y suis attaché pendant presque 2 ans en fait,
avec l'aide d'un coach avec qui je travaille depuis plusieurs années, et où on s'est dit que, en fait, un Vendée Globe, c'était 80 jours, c'était 80 jours d'emmerde quotidien, parce que voilà, c'est un sport technique avec des casses, beaucoup. Sur tous les bateaux, il n'y a pas un seul concurrent qui n'a pas eu de problème. On dit souvent voilà, que c'est un emmerde par jour. Et donc c'était essayer de se dire comment garder la meilleure dynamique possible, le meilleur état d'esprit pour ne pas être impacté. Parce que forcément, si à chaque problème, vous prenez un coup sur le moral, à chaque mauvais classement, à chaque choix stratégique peut-être mauvais, vous êtes touché, ça va en fait impacter votre performance, quoi. Et voilà, donc ça a été une construction en fait assez méthodique pour pouvoir arriver avec un état d'esprit le plus clairvoyant possible et le plus positif, quoi. Ok, très bien, encore bravo, hein, je trouve ça vraiment impressionnant. Et sinon, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote un petit peu insolite, une anecdote un petit peu drôle qui t'est arrivée sur une de tes courses? C'est toujours difficile d'isoler des anecdotes, mais peut-être que celle qui était la plus cocasse, en tout cas dans ma vie de navigateur, c'était pas sur le dernier Vendée Globe, c'était sur une de mes premières courses, la Mini Transat, qui est une course sur des petits bateaux de 6,50 m. Et on arrivait en approche des îles, de la côte brésilienne. Et puis une nuit, je m'étais accordé un peu plus de sommeil que prévu. J'étais sur des phases de 20 minutes ou 40 minutes, et là j'avais dormi sans doute plus d'une heure. Et en fait, je me suis réveillé bord à bord avec un cargo. Donc c'est le bruit du froissement de nos coques qui m'a réveillé. Et là, je suis sorti, j'ai vu une muraille devant moi. Et j'ai cru que la course était finie. Enfin, ça y est, que ça allait s'arrêter. Et heureusement, mon mât n'a pas touché le bastingage du bateau. Donc pour les connaisseurs, en fait, le bateau était au vent du cargo et le bateau a contre-gité, ce qui fait que le mât s'est écarté naturellement. Et du coup, on a glissé l'un contre l'autre pendant des très très longues minutes. On a évité le pire alors. Et voilà. Et après, j'ai réussi à m'échapper et à gagner cette course. Donc voilà, ça a été une belle histoire. Bravo. Du coup, maintenant, il y a aussi un autre point qui m'intéresse, hein, évidemment. C'est au-delà du côté sportif et ce magnifique parcours et ce mental qu'il faut pour être sportif. Pour réussir tout ça, il y a aussi un côté entrepreneur dans tout ça pour mettre en place. Notamment, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu as fait pour démarcher des sponsors? Est-ce que tu fais tout seul? Ce côté entrepreneur, vraiment, ça m'intéresse aussi. Alors c'est vrai que c'est un peu une particularité de notre métier, mais toi tu le vis aussi, tu m'as dit à ton échelle dans ton sport, mais on est un peu à la fois effectivement sportif, donc on doit se focaliser sur sa préparation physique, mentale, préparation technique, mais en même temps rechercher des partenaires pour pouvoir financer nos projets, et puis aussi manager une équipe, parce que il y a un moment, une équipe pour un Vendée Globe, c'est 10 personnes. Et donc, c'est 10 personnes qui doivent aller avec la même énergie et la même envie sur la construction d'un projet sportif ambitieux, avec souvent beaucoup de pression. Et donc, voilà, il y a une gestion humaine à avoir qui est assez importante. Mais donc, voilà, après, je pense que c'est le hasard un peu aussi de la vie, c'est des rencontres. Moi, je crois beaucoup à ces rencontres, au fait quand on a des choses à dire, quand on est aussi motivé par ce qu'on fait et qu'on arrive à le transmettre, on arrive à embarquer des gens dans son histoire et puis à partager avec eux de manière sincère ce qu'on a envie de vivre. Et on a la chance, de notre sport, de pouvoir raconter des histoires pendant 84 jours. Donc ça tient en haleine. Mais voilà, après, c'est la difficulté aussi, parce que ça veut dire que quand on est occupé à chercher des partenaires pour monter ces projets, on ne s'entraîne pas. Donc il y a toujours un équilibre à trouver qui peut être des fois pas évident. Bien sûr. J'ai vu aussi que tu as une association, ce projet Neptune, c'est ça? Ouais. Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, en fait, c'est un peu toujours dans la même démarche de pouvoir ouvrir au plus grand nombre notre sport, qui est peut-être un peu élitiste, mais et du coup de vouloir le partager avec des publics qui ne sont pas obligatoirement qui n'ont pas forcément accès. Donc on a beaucoup travaillé depuis plusieurs années avec les écoles de quartier. Moi j'habite Nantes, et les écoles de quartier défavorisées pour essayer d'amener autre chose dans le quotidien.
Et donc sur ce Vendée Globe notamment, on l'avait fait avant sur d'autres courses, mais on a animé des ateliers avec l'appui des enseignants d'écriture. Et donc il y a eu des correspondances, des échanges, on en a fait un livre d'ailleurs à la suite de ça, où les enfants finalement créaient autour de cette course. Donc se mettaient dans la peau d'un skipper, se mettaient dans la peau d'un bateau, se mettaient dans la peau de l'océan, et donc se sont pris au jeu de l'écriture, et on crée des choses absolument fabuleuses, et ça a amené du rêve, ça a amené de l'émerveillement, et moi je crois beaucoup à l'émerveillement. Je pense que c'est important dans la vie de continuer à être émerveillé, alors qu'on est un enfant, je pense que c'est naturel, et encore peut-être pas tous, mais adulte aussi, il faut continuer à être émerveillé par la beauté de la nature, et avoir envie de la protéger. Bravo en tout cas, en tant que moi-même, en tant qu'enseignant aussi, du coup je sais ce que c'est de vouloir transmettre, et donc bravo de vouloir faire rêver et émerveiller les enfants, parce que au final c'est eux qui nous remplaceront dans quelques années, et donc c'est très beau. Pas Bravo. trop vite non plus. Pas trop vite quand même, on a encore quelques années. Du coup, j'en profite pour faire une transition, du coup, puisque comme vous le savez, le thème de cette semaine olympique et paralympique, c'est l'environnement. J'en profite du coup avec ce que tu viens de nous dire. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de ton projet vertueux pour l'environnement? Notamment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la salle. Si tu peux nous expliquer un petit peu. Alors c'est vrai que ce tour du monde, en fait, je suis resté un peu sur ma faim, parce qu'il y a d'une part l'ambition sportive qu'on avait mis et que j'avais mise dans ce projet, que je n'ai pas pu réaliser parce que tout de suite, au bout de 48 heures, j'ai cassé un élément essentiel du bateau. J'ai dû prendre le temps de le réparer, et j'ai laissé filer un peu la flotte les premiers. Et après, j'ai pas réussi finalement à les rattraper pour différentes raisons, météo et puis aussi technique. Donc je manquais de préparation, on a mis à l'eau le bateau tardivement. C'était au mois de février pour un départ en novembre, puis il y a eu le Covid. Donc il y a eu très peu de temps de navigation. Je crois que j'ai navigué une trentaine de jours pour partir sur ce Vendée Globe. Là où d'autres ont navigué 1 an et demi. Donc j'avais pas toutes les cartes en main. Donc il y a vraiment l'envie d'y retourner avec cette fois les moyens de pouvoir se donner les moyens de gagner. Après, ça reste de la compétition, ça reste un jeu aussi, et du coup il peut se passer plein de choses sur l'eau, donc on peut pas présager du résultat, mais au moins d'avoir les moyens de combattre. Mais avec aussi cette idée, cette conscience qui nous anime tous de plus en plus, et notre sport a un impact sur l'environnement qui n'est pas neutre. Construire un bateau en carbone, ça a un impact qui est assez conséquent. Aujourd'hui, je crois qu'un IMOCA à construire, c'est 30 000 heures de travail, mais c'est 600 tonnes de CO2 émises. Donc, c'est réfléchir à comment on pouvait être un peu plus vertueux, et puis essayer de réfléchir à une autre manière de faire, en restant quand même compétitif. Et donc, avec un bateau qui soit quand même compétitif, donc performant. Et là, elle est venue la mise en relation, le contact avec Airbus Nantes, qui aujourd'hui ne consomme pas tout son carbone, sa fibre de carbone donc, et qui est destinée à construire une partie des avions. Et il y a un gisement important qui aujourd'hui est de l'ordre de 150-200 tonnes par an, qui est destiné en fait à l'enfouissement. Donc aujourd'hui, c'est une aberration. Dans 10 ans, on se dirait que c'est invraisemblable que ça existait pendant 20-30 ans. Mais ce gisement de carbone, aujourd'hui, on n'en fait rien en fait. Donc c'est d'initier un peu ce que pourrait être une nouvelle filière nautique en réemployant ce carbone qui arrive en fin de validité pour l'aviation, mais qui par contre a encore toutes ses vertus mécaniques pour construire d'autres supports. Et avec ce carbone, donc de construire le premier IMOCA pour réaliser le Vendée Globe. Donc ça permettrait une sorte de boucle circulaire, d'économie circulaire, on en parle beaucoup, et puis de créer peut-être une filière à la suite de ça. Donc il y a ça qui est enclenché. Et puis dans la même logique, en fait, on va avec l'association que je soutiens, donc les Petits Doudous, qui est une association en milieu hospitalier, récupérer l'ensemble du titane dans chaque association. Donc il y a 105 associations dans les hôpitaux en France. Et ce titane donc, qui est mis pour des prothèses chez des patients et qui est retiré pour
être changé. Ce titane, en fait, c'est un matériau qui est cher, qui est assez rare. Et donc le recycler, pour le coup, le remettre dans une boucle aussi, et pour créer des pièces d'accastillage. Voilà. Donc essayer d'avoir en fait le bateau le plus éco-conçu possible. Merci beaucoup, c'est un très beau projet, en tout cas, bravo. Je pense qu'on peut applaudir Armel, hein. Merci pour tout ça. Et du coup... vous applaudirez quand le bateau sera construit. Je reviendrai vous le montrer. On espère. Et du coup, pour conclure, Armel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, de qu'est-ce qui arrive pour toi à court terme, à moyen terme? Quels sont tes prochains objectifs? Eh bien, là, il y a un petit bateau. Non, il y avait un bateau qui était un multicoque. Donc là, il y a la Route du Rhum en novembre de cette année. C'est une course qui me tient particulièrement à cœur. Ça sera ma 3e participation. Et voilà, avec un titre à défendre. Et voilà, donc c'est un sprint sur 10 jours. Le multicoque, c'est une autre catégorie. Donc c'est pas des monocoques, c'est pas des IMOCA. C'est des bateaux un peu casse-gueule, ou qui peut se retourner en fait. Donc voilà, on navigue pendant 10 jours à fond, c'est un peu comme sur un karting, voilà, sans ceinture. Et donc c'est un exercice que j'aime bien, qui est un peu risqué, mais voilà, il faut savoir gérer son risque et puis attaquer quand il faut, ralentir quand il faut aussi. Enfin, c'est une navigation plus en finesse qu'en monocoque, et voilà, qui me plaît bien. Donc c'est un peu l'actu du moment. Voilà. Au nom du pôle Léonard de Vinci, on te souhaite bonne chance et beaucoup de succès dans cette future épreuve. En tout cas, à nouveau, au nom de toute l'équipe, on te remercie d'être là, d'être venu. Et voilà, un grand merci à toi. Je pense qu'après, maintenant, je vais laisser la place si vous avez des questions pour Armel peut-être. En tout cas, merci à nouveau, c'était très intéressant. Merci Armel. Merci beaucoup. Du coup, manifestez-vous si vous avez des questions pour Armel, n'hésitez pas. Je voulais savoir quelle est pour vous la gestion humaine à avoir pour participer à ce genre d'expérience, le Vendée Globe. La gestion humaine. Alors, enfin, les caractéristiques, enfin, l'esprit. Dans quel état d'esprit, par exemple, ça? Voilà. Ouais. En fait, j'ai pas été très clair, du coup. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, comme je disais, cette épreuve, elle est longue, et autant une épreuve courte, je pense que mentalement, c'est assez facile de s'y préparer, mais quoique. Mais là, 80 jours, avec 80 jours tout seul, dans des conditions dures, si on ne se prépare pas mentalement, et voilà, alors après on peut développer qu'est-ce que ça veut dire se préparer mentalement, mais à affronter des moments difficiles, et donc à préparer son cerveau, ce qu'on pourrait appeler de l'imagerie mentale en fait. Si vous voulez, moi je me suis pendant plusieurs mois imaginé mentalement ce que j'allais vivre sur cette course. Donc tous les moments de galère, les moments de doute, les moments de faiblesse, les casses, quand je parlais des mauvais classements, voilà, c'est ça. Est-ce que là je suis dernier, parce que c'est ce qui s'est passé, j'étais dernier. Et est-ce que voilà, comment je réagis, quoi? Est-ce que je suis abattu? Et puis voilà, tout ce qui peut être finalement affecter votre mental, et du coup vous mettre dans un peu un état d'esprit un peu pas très combatif, quoi. Voilà, avoir le moral dans les chaussettes, comme on dit. Et ça, en fait, j'ai essayé par cette préparation, du coup, de ne jamais être dans cet état, de garder en fait une stabilité mentale, une stabilité émotionnelle que j'ai réussi à tenir pendant ces 84 jours. Voilà. Et ça a été essentiel. C'est ce qui fait que, moi, je pense, ça se revoit dans l'état d'esprit, dans l'intensité avec laquelle j'ai pu vivre cette course, parce que je m'y étais préparé. Mais voilà, je réponds à la question. Hein. Ouais. Alors, je pense que ça va marcher cette fois. Je voulais revenir sur un sujet que vous avez un petit peu effleuré, celui du sommeil. Comment ça se passe concrètement sur une course de 10 jours, sur une course de 83 jours comme le Vendée Globe? Ouais. Effectivement, ça se passe complètement différemment. Si on prend la Route du Rhum, c'est en multicoque, c'est une course où on va pouvoir dormir par toute petite phase, des fois peut-être que 10 minutes, et on va puiser énormément dans ses réserves, en sachant qu'il faut quand même toujours rester lucide, c'est le maître mot.
Mais voilà, on va essayer de dormir par 20 minutes au début, peut-être 40 minutes quand les conditions seront meilleures. Mais voilà, un multicoque, ça peut chavirer d'un moment à l'autre, donc il faut toujours être très vigilant. Donc voilà, il y a ce stress à gérer. En monocoque et sur un Vendée Globe, ça n'a rien à voir parce qu'on part 84 jours et on ne peut pas se permettre de puiser voilà, dans ces réserves, il faut gérer la longueur. Donc ça va être des phases de sommeil de 40 minutes à 1 heure, sauf certaines conditions particulières. Mais voilà, ça a été ça. Donc moi, je mets toujours un réveil, enfin une alarme, et pour être sûr d'être réveillé. Et ce qui se passe en général, c'est que sur les 2 tiers de la course, je suis réveillé. Enfin, là, c'est ce qui s'est passé. J'étais réveillé avant l'alarme. Donc, mon esprit, mon corps est tourné vers un objectif. Donc, du coup, on est alerte en fait. Et il y a naturellement en fait voilà, un cycle qui se met en place. Mais sur voilà, le dernier tiers de la course, par contre, c'était l'alarme qui me réveillait parce qu'il y avait une accumulation de fatigue, quoi. Mais du coup, vous dormez combien de temps dans une journée? Eh bien, je dirais que c'est pas mesuré parce qu'il faut, voilà, il n'y avait pas d'outils pour ça, mais je pense qu'on est entre 4 et 5 heures par 24 heures. Voilà. Donc il y a des nuits où va rien se passer, où la météo va être très stable, les voiles seront bien réglées, le bateau il va avancer tout seul, donc on pourra enchaîner des phases en fait de sommeil. On se réveille, on regarde si tout va bien. En plus de ça, il y a des alarmes aussi. Si la vitesse chute, si le vent change ou autre, ça peut nous réveiller. Mais, et puis voilà, ces phases, on peut les enchaîner. On peut enchaîner 2, 3, 4 fois 40 minutes. Comme ça. Voilà. Après, sur ce sommeil, sur la partie sommeil, ce qui est important, c'est aussi de se connaître, savoir à quel moment on va récupérer le mieux. Et ça, chaque être humain est un peu différent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que j'ai une porte du sommeil à 22h35. Moi, j'exagère, 22h30, mais voilà, c'est vraiment ou 23h. Et si j'arrive à dormir sur cette phase-là, si la météo le permet, si le moment de la course le permet, je sais que ça va être du sommeil profond, donc très efficace. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question un peu sur... juste là. J'ai une question sur quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'en fait vous êtes passé de régate à plusieurs et de voile à plusieurs sur un bateau à ce côté solitaire qui, comme vous l'aviez dit précédemment, est la seule chose que vous faites actuellement, du coup. Alors je fais aussi un peu de double. J'accepte le double. Non, j'exagère, mais en fait, l'élément déclencheur, c'est que j'étais préparateur de bateau, j'étais donc technicien pour d'autres coureurs sur le circuit Figaro. Donc c'est un circuit professionnel sur des bateaux de 10 mètres où tout le monde a le même bateau. Et en fait, donc j'étais donc l'homme de l'ombre, celui qui fait en sorte que le bateau soit prêt le jour J pour le skipper. Et je faisais donc les convoyages entre chaque course pour amener le bateau sur les départs. Et puis, à la fin d'une saison, il y a un des skippers qui m'a laissé son bateau pour faire les courses de fin de saison. Voilà. Et donc, à cette occasion-là, j'ai découvert le solitaire en course. Et là, c'était un choc énorme. Non seulement je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques prédispositions parce que j'étais dans le bon paquet. Donc, voilà, ça m'a donné confiance. Et puis après, j'ai pris énormément de plaisir à être seul sur l'eau, à régler ce bateau, à devoir tout faire. Et être dans le bon timing, à manger quand il fallait, dormir quand il fallait. Au début, c'était pas aussi idyllique que ça, mais voilà, ça a été une semaine de course d'une intensité rare, et voilà, et je me suis senti à ma place. Et ce qui est important, et peut-être que c'est le message que je peux vous faire passer, c'est vous allez choisir un métier plus tard, c'est de se sentir à sa place, de se sentir bien dans ce qu'on fait, et ne pas aller au travail avec soit la boule au ventre ou en traînant des pieds. Et là, moi, j'ai ressenti en fait que j'étais à ma place et que c'était ça qui m'animait en fait et que j'allais avoir l'énergie pour continuer. Voilà. Bonjour Armel. Ici. Ici. Ouais, bonjour. On sait que tu as construit ton bateau, donc l'Imoca l'Occitane à Nantes, là où la plupart des autres vont les construire à Lorient ou à Port-la-Forêt, etc. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, à construire l'Imoca ici? Et est-ce que tu vas continuer à bosser avec Black Pepper à Nantes? Est-ce que pour toi, c'est un avantage dans cette démarche
d'aller chercher des fibres de carbone chez Airbus, etc. Alors, donc plusieurs questions. Donc, non, je ne travaillerai pas avec le chantier Black Pepper. On va travailler avec Multiplast, donc un chantier à Vannes, parce qu'on veut être logique jusqu'au bout dans la démarche. C'est-à-dire que si on veut diminuer l'impact aussi carbone sur la construction, ça veut dire utiliser l'outillage, donc les moules de production déjà en place avec d'autres bateaux pour les moules de production. Donc c'est des gros moules quand même, donc 18 mètres. C'est quasiment 50% de l'énergie consommée et du rejet de CO2 en fait. Donc du coup on utilise ces moules de production qui sont déjà en place. On construit chez Multiplast et après non, on ne simplifie pas la vie aller chercher des fibres chez Airbus parce que la fibre aéronautique, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle a une cuisson idéale à 180 degrés. Et cette cuisson à 180 degrés en autoclave, on ne sait pas la faire parce que la jauge IMOCA l'interdit. Elle limite à 135 degrés. Donc il faut on a fait des éprouvettes, des tests. Donc on sait que cette fibre à 135 degrés, elle a des résistances mécaniques intéressantes qui sont au-delà des minima imposés par les architectes. Mais ça complique quand même pas mal les choses, tout ça. Donc voilà, je me simplifie pas la vie, mais voilà, en même temps, je pense que quand on a des convictions, c'est quand même bien de les défendre. Et voilà, j'ai envie d'aller au bout de la démarche. Bonsoir. Bonsoir. On a vu dans la vidéo que vous nous avez présentée que vous arriviez à accéder à des parties très difficiles d'accès de votre bateau. On a vu que vous avez escaladé le mât, que vous êtes sorti. Et en quelque sorte, on a l'impression que vous arrivez à faire confiance à votre bateau et pour pouvoir ressentir les choses, lui faire confiance durant les nuits, durant les pauses, et ressentir les choses, ressentir les casses. Quelle stratégie vous adoptez durant votre préparation dès la livraison du bateau, que ce soit sur 30 jours de navigation ou 1 an et demi comme d'autres? Quelle stratégie vous adoptez pour pouvoir, le jour J, durant les 80 jours de navigation, ressentir comment se comporte votre bateau, lui faire confiance durant les moments de pause? Alors c'est déjà, je pense, savoir bien s'entourer. Donc en fait c'est de la course au large, donc ce qu'on appelle la course open, où chaque bateau doit être différent dans une jauge donnée. Et cette jauge, elle permet quand même une liberté de créativité, d'action. Voilà. Donc moi je suis allé chercher un architecte qui s'appelle Sam Manoir, qui n'avait jamais fait d'IMOCA, mais par contre qui est, selon moi, un architecte qui avait sans doute une vision des choses hyper intéressante et surtout qui naviguait beaucoup. Chose que les architectes font assez peu. Et du coup, cette connaissance, lui, du terrain et en même temps du dessin a été super bénéfique. Et on a très très bien travaillé ensemble. Donc ce choix en fait d'architecte dès le départ, en fait, il va conditionner aussi le bateau. Et le choix de bateau, c'est ce qui fait que derrière, on pourra être performant ou pas. Bon, nous, on a manqué de temps parce que le projet, etc., mais pour d'autres raisons. Mais sinon, ce bateau, aujourd'hui, on a initié donc un SCO, c'est un bateau très large devant, qui était le bateau le plus rapide de la flotte. Et aujourd'hui, enfin demain, donc en 2024, il y aura 14 ou 15 bateaux qui seront dans cette même veine, en fait. Donc voilà, on n'a rien inventé. Avant, il y avait des mini déjà comme ça, des classes 40 aussi. Mais voilà, ça n'avait pas encore été fait en IMOCA. Et après, quand on est bien entouré, quand on a confiance dans la construction du bateau, confiance dans son bateau, on dit souvent que, enfin tout le temps même, qu'avant de partir sur une course ou sur un Vendée Globe, il faut avoir cassé tout ce qui a cassé. Et donc il faut éprouver son bateau dans des conditions de mer difficiles, il faut tirer dessus, il faut connaître jusqu'où on peut tirer sur le bateau, voir les points de faiblesse, les renforcer. Ça arrive jamais qu'un bateau neuf finalement puisse faire une course comme ça indemne. Voilà. Donc nous on n'a pas eu ce temps-là, et ça c'est un temps, c'est incompressible, du temps de navigation. Et donc voilà. Mais une fois qu'on a éprouvé ça, après, je crois que si on est dans le bon état, encore une fois, mais c'est-à-dire que c'est comme un joueur de tennis finalement. Il y a un moment où un joueur de foot ou un judoka, un karaté, pardon, excuse-moi, il réfléchit plus. C'est-à-dire que c'est l'instinct qui parle en fait. Il n'y a plus ce temps de réflexion, savoir
si je dois le prendre, enfin, je dis peut-être des bêtises en te concernant, mais si je dois le prendre, je connais pas du tout les prises, mais en karaté. Ah oui, ouais, je confonds avec le judo. Mais voilà, un joueur de tennis, il va plus réfléchir, c'est-à-dire qu'à un moment, il sait, instinctivement, il sait où mettre sa balle, quoi. Et donc, parce qu'il est dans le bon état. Mais voilà, s'il y a du stress, s'il est en train de se dire je suis pas bien aujourd'hui, machin, etc. Enfin, à ruminer et s'il se fait des films dans son cerveau, effectivement, il fera pas les bons choix. Voilà. Et en bateau, c'est pareil. Si je suis pas dans un bon état d'esprit, je vais pas être en phase avec les éléments, je vais faire les mauvais choix de voile, je vais faire les mauvais choix stratégiques et je serai plus à l'écoute de mon bateau. Donc voilà. Donc c'est cette préparation en amont qui permet ça. Concernant les sponsors, vous avez tout à l'heure abordé le sujet que vous aviez aussi vous preniez beaucoup de temps aussi pour les. Ça faisait partie, en tout cas, d'une bonne partie de votre emploi du temps. Et donc cette recherche de sponsors, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau projet orienté donc économie circulaire, est-ce que vous constatez que les personnes que vous rencontrez sont plus sensibles à cette nouvelle approche ? Alors il y a il y a eu un très très bel accueil effectivement, mais en fait on mesure finalement c'est pas à l'enthousiasme des gens, des partenaires qu'on mesure derrière l'engagement financier. Donc pour l'instant on est en phase active de recherche. Peut-être que la période économique est compliquée aussi, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, mais c'est pas si simple que ça voilà, de trouver quelques sous pour construire un bateau. Oui, alors tout à l'heure, Pardon, je suis là. Ouais. Tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que vous avez plus ou moins choisi votre architecte. Vous travaillez aujourd'hui avec le cabinet d'architecture VPLP. Je me demande de quelle manière est-ce que vous, personnellement, vous participez à la construction du bateau ? Alors, sur l'IMOCA précédent, donc l'Occitane en Provence, c'était mon premier bateau neuf de ma vie de coureur. J'avais toujours récupéré des bateaux, puis je les avais améliorés et fait progresser, parce que c'est aussi ça, en fait. C'est des bateaux qu'on garde longtemps, mais qui ont une durée de vie assez longue, avec la possibilité de les améliorer constamment. Et c'est un peu notre dada, quoi, de coureur et de technicien. Mais là, c'était mon premier bateau neuf, donc voilà, il y avait beaucoup d'échanges avec Sam Manoir, l'architecte. On se voyait toutes les semaines même s'il avait déjà une idée bien précise du bateau qu'il avait imaginé, en tout cas sur la carène et sur ce qu'on voulait faire, c'était des échanges permanents. Après, avec VPLP, donc comme je disais, on va utiliser les moules d'un bateau existant. Donc là, j'ai pas eu en gros mon mot à dire finalement. Moi, je vais utiliser un outillage qui est là. Et voilà. Et après, on peut pas mettre son énergie partout. Et donc là, on veut développer autre chose avec ce carbone réutilisé, avec ce titane aussi réutilisé. Et c'est un peu là la dynamique du projet, quoi. Et après, de toute façon, l'IMOCA qui va être fait va être pas du tout identique, parce que c'est une autre signature, mais ça sera une carène un peu, une étrave en SCO, et par contre avec plus de rocker, voilà, mais ça sera un bateau qui aura utilisé en tout cas comme point de référence l'Occitane. Voilà, ils ont modélisé l'Occitane pour après le faire matcher et regarder là où ils pouvaient gagner. Oui. Bonsoir. Alors déjà, bravo pour votre Vendée Globe, ça force le respect. Merci. J'avais une question, vous parliez de stabilité émotionnelle, et je me demandais, lors du chavirage, même pas du chavirage, mais lors de la dislocation du bateau de Kevin Escoffier, quelque chose qui est quand même assez rare sur un Vendée Globe, comment vous faites déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose où vous pouvez vous mettre à sa place, que c'est quelque chose qui est arrivé de façon assez imprévue. Vous disiez vous préparer à quasiment tous les cas de figure. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête et comment vous faites pour gérer, pour essayer justement de garder votre stabilité émotionnelle sans se laisser emporter par la peur peut-être? Alors la peur, non, je suis pas allé jusque-là. Après, c'est la peur qu'effectivement on retrouve pas Kevin. C'est sûr que c'était une situation très critique. Moi, j'étais pas au cœur de l'action parce que j'avais, je sais plus, 48 heures de retard, je crois. Donc, j'étais pas du tout dans le même système météo.
Et donc j'étais dans une météo, j'étais en avant du front, mer plate, ça glissait vite. Et voilà, je revenais, je recollais sur le paquet. Donc c'était, voilà, j'étais assez loin finalement de eux, ce qu'ils avaient traversé. Après, c'est pas du tout les mêmes bateaux. On savait que c'était un bateau qui avait déjà son sister ship. L'édition précédente s'était ouvert en deux, qui avait une fragilité en fait sur sa structure. Et d'y ajouter des foils et puis de pousser le bateau fort dans ces mers-là. Donc voilà, finalement, peut-être que ça pouvait pas arriver, ça ne serait jamais arrivé, mais bon là, il se trouve que c'est arrivé. Donc, par contre, voilà, ça aurait pas pu arriver sur mon bateau. Parce que voilà, il y avait aussi des manières de naviguer différentes. Mais voilà, moi, j'ai pas eu de crainte pour moi, mais plus pour le fait de ne pas retrouver Kevin, qui était quand même dans une situation un peu critique, quoi. Oui. Ouais, vous disiez avoir découvert la voile dans 19 ans. Je pense qu'on est plusieurs dans l'amphi à être autour de ces âges-là. Et en voyant vos images, je pense que je ne suis pas le seul que ça fait rêver. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ceux qui, en voyant ça, s'imaginent à votre place et qui aimeraient se lancer dans la course au large? Est-ce qu'il y a des courses plus accessibles que d'autres? Est-ce qu'il y a un parcours à suivre? Est-ce qu'il y a des étapes clés? Qu'est-ce que vous auriez à dire à propos de ça? Vaut mieux commencer par trouver 15 000 € et faire les decks que quelques millions pour faire le Vendée Globe. Mais non, mais voilà, step by step, c'est se Vendée. Moi, j'en ai rêvé depuis 2003, donc ça fait quelques années, et ça a mis du temps à se construire. Et c'est des projets où je pense qu'il faut être un peu armé quand même pour bien les mener. Alors, je dis pas qu'on a tout réussi parce que voilà, j'ai pas gagné. Donc, mais quelque part, on a réussi en un temps très court à mener un bateau, à le construire, à le mettre à l'eau, et puis à finir cette course. Et donc voilà, il y a une certaine réussite dans le projet, avec toute une équipe qui était dans une dynamique incroyable. Et je crois que voilà, c'est bien de démarrer par des plus petits projets. Il y a la Mini 650 qui est un circuit qui est fabuleux, où on va pouvoir, dans une échelle raisonnable, aller chercher des sous, trouver un petit bateau et savoir tout faire soi-même. C'est des bateaux où en fait il faut commencer par mettre les mains dans la colle et bricoler sur son bateau et le comprendre. Et puis voilà, après peut-être franchir les étapes au fur et à mesure. Mais je trouve que on dit souvent Pasta Mini d'abord, mais c'est une étape qui pour moi était un tremplin incroyable et fondateur, et je pense pour beaucoup dans la course au large. Donc, ouais. Après, il n'y a pas de règle non plus. Voilà, on peut commencer par du Figaro, du Classe 40, mais voilà, et petit bateau, petit problème et petit budget. Donc c'est sympa quand on démarre. Oui. Bonsoir Armel, je me disais, quand on a réglé ses voiles au départ du Vendée Globe et qu'on est dans son cockpit et qu'on peut prendre 10 minutes pour se retourner et voir les sables qui s'éloignent, le mot associé au Vendée Globe, c'est souvent le rêve. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que justement ce rêve, il est devant notre étrave et on va le tutoyer? Ou au contraire, on se retourne sur le premier jour où on a passé le départ de la Mini Transat et on se dit, c'est l'étape d'après, j'y arrive, c'est mon apogée. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Je pense que c'était une satisfaction, peut-être qu'il y avait de la fierté d'être là aussi, et de se dire que voilà, l'aventure commençait. Et il y avait une excitation dingue, quoi, de se dire quoi, ça y est, et surtout que ça a été une année compliquée avec le Covid. À un moment, la course partait pas. Il y avait quand même une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête parce qu'on a cassé le bateau avant. Voilà, il y avait un timing très court, beaucoup de tension, et voilà. Et là, c'était enfin, j'allais pouvoir faire ce que j'avais envie, ce que j'aime, et voilà. Donc c'était très fort. Et après, malheureusement, 48 heures plus tard, ou même pas 24 heures plus tard, je cassais mon état de J3, qui était un état structurel, et donc qui m'a pénalisé pour la suite de la course. Mais voilà, il y avait quand même une excitation assez dingue de pouvoir être là et de réaliser son rêve. Donc c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de gâcher en fait ce plaisir d'être sur l'eau, de réaliser cette course qui m'anime depuis des années,
par des petits soucis, des problèmes, et voilà. Et donc je me suis... en fait, je prenais ça comme un jeu. Chaque problème technique, je me disais, voilà, c'est un challenge. Voilà, et de toute façon, les autres en auront d'autres, des problèmes aussi, et c'est ce qui s'est révélé. Donc voilà, sur chaque bateau, il y a des galères. Et donc, voilà, c'était un peu mon challenge. Ouais. Oui, je me demandais les différences entre les points communs entre des petits bateaux et par exemple des IMOCA ou des trimarans sur la manière de naviguer, parce que quand c'est des petits bateaux, on va un petit peu se fier au vent et à nos ressentiments, alors que sur des grands bateaux de course, ça va surtout être... il y a beaucoup de données informatiques et la technologie qui rentre en compte, et la différence du coup entre les deux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petits bateaux en fait. Je sais plus. Mais c'est vrai que quand j'ai fait la mini, il n'y avait pas d'instrument en fait. Donc il n'y avait pas d'anémomètre, on ne savait pas d'où venait le vent. C'était beaucoup de feeling. Mais ça reste quand même du feeling sur ces gros bateaux, parce que c'est quand même un sport de sensation. Faut être en phase avec le vent et avec la mer. Et même si c'est le pilote qui barre maintenant, aujourd'hui on ne barre jamais ces bateaux-là. Parce que les pilotes ont tellement progressé et sont meilleurs que nous au bout d'une demi-heure. Donc c'est quand même, faut être en phase et se dire, est-ce que j'ai la toile du temps, est-ce que mon pilote travaille bien, est-ce qu'il est bien réglé, est-ce que je suis à la vitesse cible à atteindre, est-ce que voilà, je suis est-ce que l'équilibre du bateau est bon, parce qu'on passe notre temps quand même à déplacer les poids sur ces bateaux. C'est des bateaux légers, donc chaque poids, chaque voile, chaque sac matossé a son importance pour le déplacement et l'assiette du bateau. Donc en fait, il y a quand même du ressenti en permanence. Et ça, voilà, quelle que soit la taille du bateau, ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc c'est bien de commencer sur des petits bateaux, justement, pour aiguiser ce feeling, ce sens. Mais après ça vous suit toute la vie. Bonsoir Armel. Oui, ici. Ouais, j'avais une question par rapport à votre partenariat avec Airbus. Du coup, vous nous avez expliqué que la fibre de carbone utilisée en aéronautique se cuisait à 180 degrés et en IMOCA, vous étiez limité à 135 degrés et que par conséquent, elle était forcément moins robuste que de la fibre prévue pour de l'IMOCA. Comment, du coup, vous abordez ce Vendée Globe avec, du coup, un bateau qui sera probablement, peut-être moins solide que les autres? Est-ce que, du coup, vous mettez plus de fibre de carbone, donc vous le rendez plus lourd? Donc, quelle est votre approche par rapport à ces questions plus techniques? Alors en fait, on ne va pas être moins solide que les autres. C'est-à-dire qu'on atteint les mêmes modules finalement de résistance que un carbone cuit à 100 degrés, parce que c'est à peu près ça les valeurs, c'est 90-100 degrés pour les autres bateaux. Donc voilà, il n'y a pas d'altération, il y a une altération par rapport à un carbone aéro, où là ils atteignent des modules beaucoup plus élevés, mais nous c'est pas ce qu'on recherche, quoi. Donc globalement on est dans les targets, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de perte, on va dire, due à une cuisson inférieure. Bonsoir Armel. Une question, quand on est dans le Grand Sud, la journée, le marin passe plus de temps à régler ses voiles ou c'est des casses permanentes et en fait dans les 40e et 5e rugissants, tu passais ton temps à réparer telle pièce qui cassait, telle autre, avec ça s'enchaîne. Alors en fait, j'ai plutôt beaucoup cassé au début de course, tout l'Atlantique Nord et une partie de l'Atlantique Sud, donc plus sur des pièces composites. Donc j'ai pas mal passé de temps les mains dans la colle à réparer des choses. Et après, sur la partie sud, ça a été plus des problèmes électroniques, pilote, et voilà. Et là, pour le coup, j'étais beaucoup moins compétent et je passais quand même pas mal de temps aussi avec mon technicien pour essayer, on a le droit à avoir une équipe à terre pour essayer de régler les petits problèmes et voilà, débrancher tel câble pour rebrancher un autre, etc. Voilà. Mais après, en fait, on est quand même au portant, en fait. Et à partir du moment où on passe Sainte-Hélène, et voilà, au portant, les bateaux, ils travaillent quand même moins. Voilà. Donc, et puis il y a eu quelques problèmes de voile, donc j'ai eu un peu de casse sur des voiles, qu'il a fallu remonter dans le mât aussi. Passer du temps à réparer la grand voile à un moment. Et, voilà. Mais globalement, c'était quand même au début de course où il y a eu pas mal de soucis.
Ici, moi j'ai une question. Je voulais savoir sur entre les compétitions, la recherche de sponsors, la construction d'un nouveau bateau, les entraînements, comment on concilie ça avec la vie de famille? Est-ce qu'on concilie ça avec la vie de famille? Faut avoir une famille très tolérante. Et non, mais après, c'est sûr que ça se construit pas du jour au lendemain. Donc voilà, il faut aussi accepter, enfin pas accepter, mais disons que ce soit bien accepté aussi de leur part. Donc c'est sur des courses plus courtes, ça se passe plutôt bien. Le Vendée Globe, ça a été assez dur à terre parce qu'il y avait quand même pas mal de stress. Et puis c'était long. Donc voilà, pour mon plus jeune fils, après, les deux plus grands, ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est vrai que voilà, depuis mes débuts, moi, ma femme m'accompagne et elle m'a poussé. Ça a été mon premier coach en fait, parce que voilà, il y a eu quand même pas mal de moments de doute aussi. Et donc voilà, elle m'a toujours poussé à ne pas baisser les bras et puis voilà, à croire en moi et en ma bonne étoile. Et donc voilà, c'est aussi une base solide à terre qui permet de pouvoir après être meilleur sur l'eau. Et vous avez des contacts réguliers sur l'eau avec vos proches? Alors bah oui, maintenant on est hyper connectés. Hein. C'est assez déstabilisant, mais donc il y a du WhatsApp beaucoup. Moi je fonctionne beaucoup par SMS en fait, parce que le téléphone, voilà, on n'est jamais au bon moment finalement. On fait irruption dans la vie de quelqu'un. Alors c'est jamais la Terre qui appelle le bateau, c'est toujours le bateau qui appelle la Terre. Mais voilà, on tombe jamais bien. Donc c'était voilà, un point hebdo en vocal et puis après beaucoup d'échanges quotidiens SMS. Oui, moi j'aurais une question sur votre vision. Parce que là c'est hyper inspirant tout ce que vous nous racontez, j'adore. Le côté on construit un bateau en carbone recyclé, les performances que vous avez. Attention, c'est pas carbone recyclé. Ah, fibre de carbone? Non, c'est du carbone réutilisé. Reuse. Voilà. Recyclé, ça veut dire qu'il a déjà été utilisé dans un circuit et qu'on le remodifie. Là, c'est pas ça. En fait, il n'a jamais été utilisé, on le prend brut pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va prendre des rouleaux de carbone périmés, finalement. Et après, il y aura des pièces d'aviation qui ont déjà été faites, que là, on veut remettre dans le bateau, mais ça sera mineur, ça. Ok. Et donc, votre vision dans tout ça, des sports nautiques, c'est quoi? Quel changement vous attendez? Et qu'est-ce que vous voulez initier à travers tout ça? Parce que c'est... On l'avait préparé, celle-là. Ah bah super. Moi, je vous laisse répondre alors. Eh bien, qu'est-ce que j'avais répondu moi? Je sais plus. Non, ma vision, c'est que effectivement, moi, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je suis dans le milieu. Alors, je suis pas constructeur du tout de bateaux, je ne saurais pas faire, mais j'ai quand même mis les mains dans la colle plusieurs fois. Et du coup, et puis côtoyer ces gens, voilà, qui sont doués, qui sont souvent des virtuoses du composite. Et c'est des produits chimiques qui sont d'une telle intensité et qui sont néfastes, quoi, pour ceux qui pratiquent vraiment, quoi, qui sont le nez dedans. Et je crois que si on arrive par la chimie, par l'évolution de tout ça, de faire évoluer cette pratique, voilà, on gagnera pour les hommes et les femmes qui travaillent avec ces matériaux, pour voilà, mieux les protéger en fait. Et puis essayer aussi de construire plus proprement pour préserver notre environnement, quoi. Donc c'est quand même un peu déstabilisant de se dire que voilà, on veut faire un sport propre alors qu'il utilise le vent. Oui, ça c'est magnifique, quoi, c'est la carte postale, mais l'envers du décor, c'est pas ça non plus, quoi. Donc voilà, essayer d'être le plus vertueux possible et je pense que voilà, on est à un tournant où chacun dans son domaine d'activité doit se poser les questions et faire un peu son examen de conscience. Voilà, à sa petite échelle. Mais je pense que voilà, c'est la théorie du colibri. Donc voilà, chacun essayer d'apporter sa petite part. Alors, bonsoir Armel. Ici. Alors là, la question elle est au niveau de l'équipe. Comment on fait pour trouver une équipe, des équipiers qui vont pas courir avec nous lors de la course? J'ai pas compris la question. Par exemple pour les... Donc toi, tu veux monter une équipe? Pas forcément, mais ça viendra un jour. Enfin,
Oui, dans différents types de cas. Une équipe technique à terre? Ouais, voilà, une équipe qui va nous suivre, mais qui va pas vouloir venir avec nous dans le bateau. Ah oui. Voilà, c'est plus cool. À partir du moment où le présupposé c'est une course en solitaire et que je suis le skipper, bon. Non, mais après il y a ce qui anime aussi les équipes de techniciens. Donc il y a des strateurs, il y a des électroniciens, il y a des gréeurs, il y a des matelotteurs, c'est la même chose. Il y a des ingénieurs de plus en plus sur la partie informatique, analyse de données. Bah, c'est de naviguer en fait. Et donc toute cette équipe, cette énergie là collective exceptionnelle, en fait, il faut aussi les nourrir. Donc il faut les emmener naviguer et les phases d'entraînement permettent ça aussi, quoi. Et puis voilà, je pense qu'il faut aussi partager et que c'est pas juste dire tiens je vais vivre mon rêve en solitaire et ciao les gars, quoi. Donc il y a il faut créer une dynamique, quoi. Et réussir à embarquer son équipe dans son projet, mais que ça devienne le projet de tout le monde, en fait, quoi. Donc voilà. Bon, je sais pas si je réponds à la question. Ouais. Voilà. Oui, ici. Là, juste ici. Moi, je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui la médiatisation de la voile, les cash prizes et même les sponsors, ça permet de vivre de la voile, ou est-ce que c'est réservé qu'aux meilleurs skippers pro, ou est-ce qu'il faut combiner avec un autre métier à côté? Les prize money là, non, ça faut oublier. Avec ça, tu te fais un bon resto avec ton équipe justement pour les remercier. Mais non, tu vis pas. C'est pas comme le tennis où tu prends 1 million parce que tu as gagné ou tu as passé juste 3 tours à Roland-Garros. Mais on est loin de ça. Mais par contre, on a des partenaires. Voilà, c'est grâce à eux qu'on vit. Et ces partenaires, en fait, rémunèrent, sur le budget global du projet. Et dedans, après, à chacun d'organiser pour que il y ait une part salaire, une part commune, assez simplement. Donc, ça c'est la version facile, on va dire. Souvent, t'as pas tout le budget, donc il faut des fois un peu bricoler. Il y a des projets qui sont plus à l'aise que d'autres. Ça reste un sport mécanique, donc quand même, l'argent fait pas tout, mais quand même, si tu as un budget de fonctionnement confortable, tu pourras mieux optimiser ton bateau, mieux te préparer, etc. quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et ouais, ça passe par des partenaires privés, en fait, des entreprises. Ou d'autres montages. Là, par exemple, nous, avec l'association donc les Petits Doudous, qui est une association assez incroyable, j'en parle 5 minutes, et qui son nom d'ailleurs cache un peu quand même, dit pas vraiment ce qu'ils font, parce que eux, ça fait 10 ans qu'ils font du recyclage dans les hôpitaux pour financer leur opération, et en fait, ils améliorent le vécu des enfants au passage au bloc opératoire. Et c'est pour ça que je les soutiens, parce que mon fils s'est retrouvé en néonate avec une opération assez lourde. Donc j'ai vécu en tant que parent ce que c'était l'angoisse d'attendre que son fils se fasse opérer pendant plusieurs heures. Et voilà, donc du coup j'avais à cœur de les soutenir. Et puis aujourd'hui on a une histoire qu'on continue à écrire et qui est belle. Et voilà, donc on peut aussi mettre en avant une association et inciter des entreprises peut-être à donner du sens à du sponsoring. Et se dire finalement on ne veut plus être juste un support publicitaire, mais peut-être raconter une histoire, quoi. Voilà. Donc il y a aussi d'autres formes. Bonjour Armel. Concernant le pilote informatique, ouais, ça marche. Comment vous êtes basé pour le développer avec vos techniciens et aussi sur tous les éléments qui vous entourent sur la mer? Alors là, on n'a vraiment pas été bon parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Et donc les pilotes sont devenus très très performants, je le disais, mais voilà, c'est du temps pour les mettre au point, pour les comprendre et rentrer dedans. Et voilà, on était vraiment trop pris par le temps, là. Il y avait trop de choses à faire. Donc du coup, on a utilisé un pilote peut-être qu'à 70% de ses capacités, voilà, et qui s'est dégradé en plus au fur et à mesure de la course. Donc ça, c'était pas très simple. Donc après, aujourd'hui,
Il y a 2-3 gros boîtes qui développent des pilotes sur les ultimes, sur des IMOCA. Et puis après, soit tu as un projet qui démarre tôt et que tu as la chance de pouvoir faire des choses, soit tu prends aussi ce qui a été mis en place par d'autres teams et tu bénéficies de leur expérience. Donc voilà. Mais c'est vrai que le pilote aujourd'hui, c'est ce qui conditionne en fait la capacité à aller vite. Donc du coup, il faut passer beaucoup de temps à les régler. C'est devenu, on barre plus, mais par contre on règle le pilote. Et c'est devenu un vrai réglage, quoi. Donc comme les voiles. Voilà. Bonsoir Armel, peut-être en dernière question, une petite question sur le timing. Tu évoquais la dernière fois que tu avais manqué de temps. Là, il y a la construction de ce bateau, en plus avec cette spécificité que tu as évoquée. C'est quoi le timing pour pouvoir être au départ en 2024 de manière performante et avec un bateau bien éprouvé? Là, on sait que tu cherches des partenaires. C'est quand le dernier bon timing pour pouvoir récolter le budget et pouvoir te lancer dans de bonnes conditions? Alors, il faut qu'on démarre une construction au mois de juin de cette année pour ensuite mettre à l'eau le bateau en juin 2023. Et ensuite, on aura la Transat Jacques Vabre 2023, puis la Transat Retour en solitaire qui sera qualificatif pour le Vendée. Et puis la saison 2024 pour faire le chantier du bateau et refaire 2 transats au printemps. Et puis améliorer ce qui est amélioré. Donc ça, c'est le timing. Donc ça veut dire qu'il y aura au printemps un go ou no go sur la faisabilité du projet. Et voilà. Au-delà de juin, juillet, un grand maximum, on ne saura plus construire le bateau pour être dans les temps. Voilà. Armel, un grand merci d'avoir fait le déplacement pour venir partager votre expérience. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça fait beaucoup de bien de rêver, de prendre cette bouffée d'air. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et merci encore.